Et merci à tous de nous retrouver pour la cinquième et dernière session de ces 3 jours consacrés à l'implantation, au développement aux États-Unis. On a à nouveau une session aujourd'hui avec des experts. Tout à l'heure, dans 30 minutes, on sera avec 3 experts, Vanina Joulin-Batéja, Francis Boyer et Laurent Van der Weydt, qui viendront nous parler du thème de la journée, le thème de la session, les pièges du rêve américain, et plus exactement comment les éviter, les erreurs à ne pas commettre. On passera tout ça en revue tout à l'heure avec eux, et puis il y aura bien sûr une session table ronde à la suite, comme on l'a fait depuis 3 jours. Mais on va commencer tout de suite avec l'invité du moment. C'est Anne-Laure Mondoulet qui va l'interviewer, et cet invité, c'est Mathieu Chabran, le patron de Tikeo Capital. Ils vont arriver tous les deux sur scène dans quelques secondes, je l'espère. Voilà, Anne-Laure et Mathieu, merci à tous les deux. Je laisse Anne-Laure mener cette interview avec Mathieu Chabran, en remerciant à nouveau Mathieu d'avoir bien voulu prendre du temps pour être avec nous pendant cette demi-heure. Merci beaucoup encore. Merci Emmanuel et merci Mathieu pour votre présence aujourd'hui. Donc vous êtes le fondateur de Tikeo, qui est une société d'investissement d'actifs alternatifs. Vous êtes donc fondateur de cette société qui est fondée en 2004 en France et qui gère maintenant près de 30 milliards de dollars. Vous êtes installé à New York en 2018 pour ouvrir le bureau américain de Tikeo. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez pris cette décision à ce moment-là de la vie de l'entreprise? Oui, bonjour Anne-Laure, et merci de nous donner cette occasion, cette opportunité d'échanger et de partager aussi un peu des retours d'expérience. Enfin, on est des entrepreneurs, on aime bien pouvoir bénéficier et faire bénéficier un petit peu de ces expériences. Le métier de Tikeo, c'est la gestion d'actifs, l'asset management, donc des métiers qui en fait ont été pour beaucoup inventés ici. Donc pour nous, c'était je sais pas si c'était le rêve américain, pour reprendre la formule d'introduction, ou plutôt la nécessité américaine dans le développement de la société, d'arriver sur ce marché avec à la fois l'objectif de promotion de la marque. Même comme une société de service, la marque est beaucoup plus importante, et l'écho nord-américain, aux États-Unis en particulier, est très fort. Cette notoriété de marque, après, essayer de la transformer en clients. Donc nos clients, ce sont des sociétés financières, des fonds de pension, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance. Donc important d'avoir cette notoriété. J'imagine que d'autres ont dû vous faire toujours ce même retour d'expérience, la fameuse expression you never get fired for buying IBM. Donc c'est ce vous vous souvenez de cette expression il y a quelques dizaines d'années, où effectivement la marque est forte, donc transformer la notoriété en marque, et après cette marque l'exporter sur des clients et leur apporter un produit qui réponde à leurs attentes. Donc c'est effectivement après 15 ans de développement très entrepreneurial, d'abord en Europe, puis en Asie, ce qui était assez contre-intuitif pour nous d'être présent en Asie avant d'être présent en Amérique du Nord et aux États-Unis. Et après un stade de maturité où on se sentait prêt pour justement venir un petit peu sur le terrain et le territoire de ceux qui nous avaient inspirés lors de la création de cette société. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était important pour vous de monter une équipe from scratch par rapport à faire l'acquisition d'un acteur américain existant qui voudrait peut-être vers les portes du marché plus rapidement? Oui, alors c'était en fait les deux. Et après 2 ans et demi, 3 ans ici, on aura fait les deux. On aura d'abord lorsque je suis arrivé ici, donc un associé américain, team ici, parce que c'est toujours important d'avoir un local. Donc c'était lui et moi. Puis j'ai fait venir 4 ou 5 Européens. Donc on a 2 Italiens ici, un Français, un Belge, un Anglais, qui faisait déjà partie de l'équipe de Tikeo, qui avait d'ailleurs travaillé un petit peu dans différents bureaux en Europe, pour avoir un petit peu l'ADN maison. Vous voyez, la colonne vertébrale culturelle importante. Puis on a fait des recrutements locaux, forcément, qui sont clés. Aujourd'hui, c'est une équipe qui en fait est assez équilibrée entre les Européens et les Américains. Donc un développement organique,
et également une acquisition. On a fait une acquisition l'année dernière dans le domaine de l'infrastructure, une vingtaine de personnes qui gèrent un peu moins d'$1 milliard, et donc qui eux ont apporté un ancrage et une empreinte culturelle et expertise américaine très forte. Donc on a vraiment fait, les deux approches ont cohabité. On a bien sûr été victime de, j'allais dire certainement comme tous vos autres témoignages, de la pandémie au sens large et de l'aspect immigration au sens particulier, qui nous a beaucoup freiné sur l'importation de talents, de collègues qui auraient pu nous rejoindre. Mais dès que les choses se normaliseront, c'est notre intention de continuer à créer un petit peu ce flux, créer ce flux sur les ressources. On pense que la société y gagne beaucoup, et on continue de rester d'ailleurs un petit peu alerte aussi sur les acquisitions potentielles comme source de croissance. D'accord. Et pour revenir sur le plan RH justement, du coup vous dites que vous avez fait venir certaines personnes qui avaient des problématiques de visa. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? Est-ce que du coup vous avez dû un peu changer vos décisions? Est-ce que l'aspect immigration a impacté le développement de l'équipe aux US? Oui, alors un petit peu. On avait même trois collaborateurs sous des visas étudiants dans le cadre de formation, on va dire, de stage ou d'alternance. Donc sans être trop technique, je connaissais pas même moi ces spécificités-là, mais il y a des tirages au sort pour que ces visas étudiants se transforment en visas. Là, je parle même pas de carte verte, mais c'est des visas un peu permanents. Et en fait, on n'a qu'une de nos camarades ici finlandaises dont le visa a été tiré au sort, et on a un Indien par exemple qui arrivait de l'université de Montréal et qui avait pu venir avec un visa étudiant, un autre collaborateur belge qui en fait sont contraints en fait par ces sujets-là. Donc la réponse est oui. Alors j'espère que ce sera temporaire. J'essaie d'être optimiste sur l'évolution un petit peu de cette réouverture des frontières, de politiques d'immigration plus accommodantes. Mais oui, forcément, ça change beaucoup ça change les plans. Alors ça vous force. J'imagine qu'il y a peut-être une volonté politique derrière, faire des recrutements locaux, et ils sont importants. Mais je pense que pour une société européenne, française, européenne, c'est important, comme on l'a toujours fait dans les zones éloignées. Je pense à Singapour, parce qu'on a ouvert Singapour il y a 7 ans, et là depuis 2 ans ici à New York, c'est important d'avoir cette culture maison. On est dans une boîte de services, et c'est des boîtes de personnes, et c'est important d'avoir cette culture-là. Donc j'espère que très rapidement ces contraintes vont se lever un peu pour qu'on puisse continuer à recréer un petit peu du flux entre l'Europe et New York. Oui. Et justement, côté recrutement locaux, vous êtes dans une industrie, comme vous dites, de services, et on imagine que les financiers sont assez courtisés. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier pour attirer les talents américains? Ouais, non, c'est une très bonne question. On essaie d'appliquer les mêmes recettes que celles qu'on a pu appliquer en Europe puis en Asie, de vendre une histoire de croissance, une histoire très entrepreneuriale, une histoire où on embarque un petit peu toutes les équipes dans une logique très actionnariale. Vous voyez, la société Tikehau Capital aujourd'hui, qui est cotée en bourse, et on vient d'annoncer une opération un peu spécifique, mais d'ici 3 semaines, ce sera 56% de la société qui sera détenue par les collaborateurs, par les associés. Donc on essaie vraiment d'embarquer sur une histoire long terme, ce qui dans notre industrie ici à New York c'est vrai qu'il y a une culture un peu du court terme, vous voyez, de l'année, du PNL de l'année, des bonus, etc. Je crois que quand on raconte notre histoire, encore une fois, et vous la connaissez un petit peu, alors, et c'est très entrepreneurial, assez atypique dans un secteur des services financiers où il n'y a pas tant que ça, de commencer de zéro, d'être un petit peu à moins que zéro aujourd'hui, d'avoir encore de l'ambition dans la croissance. Donc vous arrivez toujours à embarquer, notamment les plus jeunes, sur cette perspective. Alors en plus, on essaie d'avoir dans nos métiers de la gestion d'actifs et de la finance une approche très responsable, qui est une thématique un petit peu à la mode, mais sur laquelle je crois on a été assez pionnier, et je crois pas du tout artificiel. Et là, vous voyez un petit peu que la quête de sens chez certains
chez certains jeunes diplômés. Là, j'accueillais malheureusement virtuellement une équipe, une classe en fait de l'université du Texas, là, vendredi dernier. Vous voyez que j'ai commencé chez Merrill Lynch il y a 20 ans. Je sais que les questions étaient très différentes de ce que j'ai retrouvé là dans les questions de ces équipes-là. Donc c'est bien de pouvoir raconter. Puis il y a peut-être un peu je sais pas si c'est la French touch là-dessus aussi, mais ils sont positively intrigued, comme on dit ici. Et quand vous arrivez à les faire adhérer, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Oui, on était 2, on est 40 aujourd'hui. On sera pas 4000 à la fin de l'année, mais oui, c'est un vrai développement avec des équipes très diverses. On doit avoir 8 nationalités maintenant ici. Voilà, des projets. Je crois que c'est des projets entrepreneuriaux, toutes ces notions de start-up tech qui mobilisent beaucoup, mais on peut aussi l'avoir dans des métiers plus traditionnels comme le nôtre. Mm-hmm. Et cette réception positively intrigued, justement, est-ce que vous avez reçu la même de la part des clients, parce que aussi pour creuser le marché US face à des énormes mastodontes, j'imagine qu'il y a une façon de se différencier comme acteur européen entrepreneurial. Oui, non, absolument. Enfin, c'était même le challenge principal. Je crois que rétrospectivement, c'est une des raisons pour laquelle, personnellement, je suis même venu ici. C'était pas vraiment c'était pas au programme à l'origine lorsqu'on a dit qu'on ouvrirait ici aux États-Unis. Et on s'est rendu compte très rapidement qu'il était important de venir vraiment raconter l'histoire et qu'il entende de la bouche du cheval, comme ils disent ici, avec une authenticité certainement dans le positionnement, dans le projet, et je crois qu'on est parvenu à se différencier, même si c'est que le début aujourd'hui. Alors en vendant de l'Europe, parce que jusque-là on vendait un petit peu l'Europe, c'est-à-dire qu'on est chercher des clients pour les amener sur des produits. Alors nos produits sont des fonds d'investissement européens, avec des thématiques aussi diverses que l'immobilier, la dette privée, le private equity. Vous voyez, sur le private equity, par exemple, c'est un exemple intéressant. Bon, on peut pas faire plus profond que le marché du private equity ici aux États-Unis. Encore une fois, c'est eux qui ont inventé toutes ces technologies il y a 20-30 ans. La profondeur du marché est immense par rapport au marché européen, mais on a réussi à se différencier avec des positionnements assez particuliers, et typiquement la transition énergétique, vous voyez, qui est un sujet d'actualité fort, la décarbonisation, la transition énergétique. On avait lancé un fonds il y a 3 ans, d'abord principalement en Europe, et on a commencé à parler un petit peu de ces thématiques ici, justement cette base de clientèle institutionnelle. Et il y a 3 ans, cette thématique, on va dire ESG au sens large et climat a fortiori, était vraiment pas en haut de la pile en termes des priorités. Et en fait, c'est sur ces thématiques-là, on a réussi à accrocher nos premiers investisseurs très emblématiques, on va dire nos premiers clients très emblématiques, parce qu'en fait, ils ont trouvé chez nous justement, lorsqu'ils regardaient l'offre sur ces thématiques-là, proposée notamment par les très grandes firmes américaines, new-yorkaises, enfin les noms auxquels on peut penser, une approche qui était peut-être plus singulière, qui était plus différenciante. Et pour nous, bon, je me plains pas de progrès qu'on puisse réaliser, mais j'ai été surpris, que ce soit sur des thématiques comme celle-ci, qu'on arrive en fait à attraper nos premiers gros clients. Donc, pour revenir sur votre question, c'est être différenciant et singulier. Donc dans nos métiers, on va dire la performance, forcément, il faut que ce soit, c'est un acquis. Mais après, comment vous allez avoir des clients qui un vendredi après-midi à un comité d'investissement vont monter les 2 pieds sur la table pour dire vous avez jamais entendu parler de ce partenaire-là, de Tikehau, parce que c'était pas Tikehau forcément. Mais voilà pourquoi on peut être différenciant. Donc c'est ce qui rend en fait la démarche excitante, parce que si effectivement on partait du principe en disant nos métiers ils font les mêmes et on va pas y arriver, c'est pas la peine d'être ici, de monter une équipe. Donc toujours trouver un petit peu la porte différenciante. Et alors c'est que le début, Laure, ça fait 2 ans,
a une perspective très forte. Quand je regarde certains de nos concurrents, mais néanmoins amis français ou européens qui sont là depuis 15-20 ans, on voit l'ampleur de leur succès. C'est une présence, c'est une proximité. Malheureusement, on vend pas des biens, on vend des services. Donc rencontrer des clients potentiels sur Zoom, c'est encore assez limité. Donc c'est bien d'arriver que tout ça se réouvre. Et d'ailleurs, enfin, je fais une petite digression. Non, c'est le fait, et vous le vivez ici avec moi, mais le fait que tout ça se réouvre aujourd'hui de manière quand même assez accélérée. Aujourd'hui, on voit comme une grosse chance d'avoir un pied aux États-Unis en plus de notre présence européenne et asiatique. Parce que si on devait avoir un petit décalage de relance, de croissance, de recovery, c'est un plus d'être aujourd'hui ici et de bénéficier de ce départ, de ce redépart. Oui, bien sûr. Et vous êtes dans une industrie assez étroitement régulée. Comment ça s'est passé pour vous au niveau légal? Est-ce que ça a été un process long, notamment auprès des autorités de régulation? Est-ce qu'il y a eu des challenges légaux pour vous lancer ici? Alors, pas des challenges, mais il a fallu suivre les process qui sont lourds. Hein. C'est réglementaire, c'est administratif. Donc, on avait eu la chance de le faire déjà dans de nombreux pays. On est réglementé aujourd'hui un peu partout, mais que ce soit l'AMF, la FCA à Londres, le MAS à Singapour, maintenant la SEC ici. Donc, on l'avait anticipé, comme on l'avait fait un petit peu chaque fois, même lorsqu'on avait ouvert Londres il y a 8-9 ans. C'est-à-dire que mon associé Tim ici, pendant 9 mois, 12 mois, il était encore tout seul. Il faisait que cet aspect-là, vous voyez, avec les lawyers, c'est-à-dire d'anticiper pour être complètement armé et pas laisser la place ou la faille au risque réglementaire ici. C'est intéressant parce que les différents, enfin, je vais pas rentrer sur le sujet technique ennuyeux, mais les différents régulateurs, une fois pour prendre les grands thèmes, c'est Singapour, Londres, et puis ici, donc ici c'est très normé, que ce soit sur l'enregistrement de votre utilisation, en l'occurrence pour nous, que ce soit pour les produits que vous allez lancer. Par contre, il y a une vigilance accrue à tout ce qui est par exemple l'accès à de la vente, ce qu'on appelle retail. Vous l'avez vu récemment avec la SEC sur tout ce qui était ces comptes de trading un petit peu retail en ligne, etc. Au Singapour, c'était très intéressant. Ils vous accueillent les bras ouverts. Par contre, si vous avez 2 heures de retard dans un filing trimestriel, une de vos obligations, là, vous faites taper sur les doigts. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir une approche un peu globale, de pouvoir mutualiser un petit peu les expertises, les connaissances, les interactions avec le régulateur. On est dans une audience là de toute évidence un petit peu francophone, un peu française, mais on a vu par exemple pendant la grande crise financière des années, de Lehman Brothers de 2008 puis derrière, on a vu que ce sont plutôt les acteurs non américains qui ont laissé le plus de plumes dans ces histoires-là. Que ce soit les banques européennes qui ont été sanctionnées, que ce soit donc c'est vrai on redouble de vigilance avec notre présence ici, parce qu'on sait que généralement, quand l'essentiel est en jeu, c'est quand même les intérêts américains qui sont mis en avant, c'est tout ce qui prévaut. Donc il faut faire les choses dans l'ordre, comme dans n'importe quel business. Et votre bureau, vous l'avez ouvert dans un quartier aussi assez atypique, puisque vous êtes installé dans le Meatpacking versus toutes les banques dans Midtown ou même Wall Street, qui aurait pu être un autre choix, on va dire, évident. Pourquoi vous avez voulu spécifiquement choisir ce quartier en face du siège de Google? Ouais, vous êtes bien informé, Anne-Laure. Encore, je pense, justement par singularité, et le cheminement, pour raconter l'anecdote, effectivement, au printemps 2018, donc moi je fais aller-retour avec Paris, on visite des bureaux et mécaniquement je visite là-haut, Midtown, avec là où sont tous mes camarades de jeu, tous les intervenants un petit peu dans nos secteurs. Et en fait, il y a eu 2 choses. Il y a eu mon associé Tim ici qui me dit, écoute, j'aimerais te montrer des bureaux. L'endroit est un peu atypique, mais j'aimerais quand même que tu le vois. Et on arrive ici et en fait, on trouve, comme quoi on en revient un petit peu à l'identité, à l'image, à la culture.
des bureaux qui nous rappellent énormément un petit peu la configuration qu'on a rue de Monceau à Paris, où est notre siège, un petit peu dans l'esprit. Et puis surtout cette implantation qui était assez contre-intuitive, assez contrariante. Ben, on trouvait que ça représentait, ça incarnait un petit peu ce que l'on espère développer, c'est-à-dire pas être complètement dans le flux, dans la meute, sur le fairway, mais essayer de raconter un peu sa singularité par les gens qui sont avec nous, par les produits qu'on fait, par notre identité, par notre positionnement. Et c'est vrai, vu qu'il y a eu l'occasion de venir ici, il y a un petit clin d'œil même de la scène dans laquelle on travaille avec cette vue un peu Manhattan, etc. Et lorsque des clients justement viennent ici, qu'on fait des petits événements, on espère les reprendre bientôt, en fait ils se souviennent de nous différemment. Vous voyez, ils n'étaient pas coincés dans du ça paraît très terre à terre, mais ils n'étaient pas coincés dans le flux du Midtown pré-pandémique à attendre des ascenseurs au 60e étage, et il y a un petit peu une identité. Donc voilà, singularité, identité, continuer à essayer de se différencier par la perception, parce que first impression last, comme on dit ici. Et en sens inverse, est-ce que vous avez eu des grosses surprises ou des chocs culturels que vous attendiez pas? Vous êtes quand même assez, vous connaissez quand même bien le milieu anglo-saxon, donc j'imagine qu'il y a pas mal de choses dans le fonctionnement américain que vous connaissiez déjà, mais est-ce que le fait d'être sur place, il y a des choses qui vous ont surprise? On a essayé, comme je vous le disais, l'installation nord-américaine et aux États-Unis, ça a vraiment été la dernière frontière, entre guillemets, de notre développement. Il y a encore plein de choses à faire. Il y a la Chine, il y a l'Australie, enfin, il y a le Moyen-Orient. Mais on était soucieux, avec Antoine, mon associé, et tout le reste de l'équipe, soucieux d'arriver dans les bonnes conditions. Vous pouvez pas vous rater aux États-Unis. Et souvent d'ailleurs, et j'espère que toutes ces séances aujourd'hui et ces derniers jours ont été des séances constructives, optimistes, mais parce que souvent on avait été nourris d'histoires d'entrepreneurs européens, français, où ça avait été très difficile, voire parfois un échec aux États-Unis, parce que c'est challenging, donc en fortiori dans nos métiers. Donc on voulait arriver au bon moment, avec les bons arguments, avec la bonne boîte à outils, et pouvoir dérouler de telle manière à être crédible dans une ligue où effectivement vous jouez avec ou face aux meilleurs, en tout cas dans notre secteur. Donc pour nous, on avait vraiment quatre objectifs. C'était d'arriver avec des partenaires locaux. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait lorsqu'on s'est installé soit dans un pays, soit dans une zone géographique. Je pensais à l'Asie, où on a eu la chance d'avoir le fonds souverain de Singapour qui nous a rejoint lorsqu'on s'est installé à Singapour. Et donc après, ça rayonne dans toute la zone. Et les gens n'ont jamais entendu parler de vous, ni de vos produits, mais vous pouvez presque par procuration, si vous voulez, développer de la relation commerciale. Donc c'est ce qu'on a voulu faire ici, avoir des partenaires locaux. Et un an après notre arrivée, donc la banque d'affaires américaine Morgan Stanley est devenue un de nos partenaires, comme l'était Temasek. Donc on a pu s'appuyer un petit peu là-dessus, sur une empreinte et un reach très local. Donc on parlait d'avoir des people aussi, donc des local partners, mais aussi des local people. Donc ce que je vous disais, très très important dès le début. Vous devez ressembler à vos clients dans tous les points de vue. Et ça peut faire le trick pendant une demi-heure, le français qui vient avec son accent faire son pitch, mais derrière il faut avoir du chit-chat pour parler du match de basketball de la veille, ou de celui du basketball ou de foot. Oui, vous devez avoir cette empreinte, ces équipes locales. Comme je le disais, tout ça doit amener des clients locaux. Donc, c'était important qu'on chemine. Et après 2 ans ici, quand je compare un petit peu à nos installations en Asie ou dans d'autres pays d'Europe, on est on track, et c'est encourageant sur le développement. Et puis après, une fois que vous êtes à peu près installé et que vous avez pu faire une différenciation avec une singularité de produit, par exemple européen, aujourd'hui, on commence à proposer des produits, des solutions d'investissement nord-américaines. Donc on a intégré des équipes aussi où aujourd'hui ce sont des offres très spécifiques nord-américaines, que ce soit, alors en plus, qui s'inscrivent dans un peu dans des macro-trends, puisque je vous parlais d'infrastructure tout à l'heure. On a aussi lancé un fonds de transition énergétique et de décarbonisation nord-américaine. Donc c'est vrai que tout ça s'inscrit, alors peut-être de la chance, administration Biden, tout un plan de relance verte autour de ces thématiques-là, de l'infrastructure. Donc, vous voyez,
voilà, vous faites les choses un peu par étapes, et puis après il faut savoir rester à sa place. Je pense que c'est les enjeux sont tels ici, en positif et en négatif, qu'il faut certainement pas chercher de raccourcis. Il faut construire l'établissement doit se faire, le développement doit se faire avec des fondations très solides, comme on l'a toujours fait. Donc pas de raccourcis, et c'est un petit peu l'enjeu de vouloir résister à ça. De dire, est-ce que si je recrutais 20 vendeurs de plus ici et que ça me coûte, je sais pas combien de millions de dollars en plus, est-ce que j'irai plus vite ou pas? Ou est-ce qu'en fait c'est une vision de l'esprit et qu'il vaut mieux rester au tempo qui fait que les racines, les fondations sont profondes. En revanche, je reviens un petit peu lorsque je regarde nos concurrents ici, ceux qui sont ici depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qui ont eu cette démarche sérieuse, pas hâtive, ont atteint des résultats qui pour nous sont très encourageants. Donc être dans ce phasing-là, dans ce phasage-là. Voilà. Sur le long terme et à la force du réseau, aussi bien de partenaires que de gens en interne qui vous offrent une vraie crédibilité. Ouais. Et est-ce qu'il y a dans l'autre sens, on parle des pièges à éviter, justement, des choses qui sont pour vous des no-go absolus, des choses ou même qui seraient à refaire différemment si vous deviez refaire l'histoire? Oui, alors je ne sais pas si c'est spécifique à notre industrie ou si d'autres entrepreneurs vous ont fait le même retour. Lorsque vous montez un petit peu des équipes ici localement, c'est une force des Américains et il n'y a pas du tout de jugement dans mon propos, mais vous le connaissez quoi. C'est conquérant. Vous avez l'impression que jusqu'à présent, en fait, vous bricoliez quoi. Vous voyez, c'est que maintenant, now it's gonna get real. Donc le risque, c'est toujours, c'est de s'alimenter de ça, mais de résister un petit peu à aller all-in, quoi, et de dire, vous savez quoi, les copains, à Londres, à Milan, à Paris, à Madrid ou à Singapour, en fait, vous faisiez de l'épicerie. Ici, vous allez voir ce que vous allez voir, et en fait, on va tout inverser et on va encore une fois aller all-in sur un projet, notamment en termes d'investissement. Là-dessus, il faut résister. Je trouve que là-dessus, il faut résister parce que la tentation est toujours grande et c'est ce qui fait l'excitation d'un développement dans cette zone géographique-là et des gens avec lesquels vous interagissez. Oui, c'est sky is the limit, quoi. À la fois, le marché, c'est le mindset ici. Et ça peut être facile de faire dérailler l'ensemble par des choix peut-être un petit peu trop, le mot c'est pas ambitieux parce qu'on manque pas d'ambition, mais raisonné. Voilà, il faut raison garder sur le développement. Il y a une chose avec laquelle vous pouvez pas tricher, c'est le temps et l'expérience. Et vous pouvez mettre plus de ressources, plus de moyens, dépenser plus de pognon, mais ça vous fera pas gagner le temps, quoi. Vous voyez, donc c'est cet équilibre-là qu'il est important de garder, je crois. S'entourer de locaux, mais pas perdre son âme dans l'approche dans laquelle vous avez développé jusque-là votre société. Voilà. C'est une énorme opportunité, mais il faut pas que ça bite back, quoi. Oui, tout à fait. Et donc vous parlez du retour à la normale pour Tikeo. Vous êtes plutôt positif sur la suite, le post-pandemic world? Alors ici aux États-Unis, ouais, clairement. Et vous avez comme moi vécu un petit peu New York cet hiver et puis cet automne, c'était un peu tristouille. Là, la vitesse à laquelle les choses repartent et le dynamisme, encore une fois, américain, c'est super encourageant. À un niveau plus global, on gère, que ce soit en Europe ou en Asie, un petit peu les aléas sanitaires et pandémiques. Mais au stade de développement d'une société comme Tikeo, avoir comme ça 3 pieds géographiques sur lesquels se reposer et en même temps être à une taille, à une échelle où la communication, les flux tournent toujours bien en interne, on est extrêmement positif et constructif sur le court moyen terme ici, clairement. Okay. Donc le message c'est go to the US. Ouais, clairement, bien accompagné, surtout bien accompagné et avec toujours un petit peu du parrainage, du sponsoring, du partenariat, du mentoring. Je crois beaucoup à la notion de vous réussissez pas tout seul.
Et ça, c'est aussi important ici. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu, pour votre témoignage et ce partage. Merci pour votre temps, Emmanuel. Je repasse la parole. Merci Anne-Laure, merci Manuel. Emmanuel, on n'a pas le son par contre. Alors voilà, je disais merci beaucoup à tous les deux et merci Mathieu d'avoir pris le temps. C'est très sympa. Avec plaisir. Was good stuff, comme ils disent ici. Et merci beaucoup, Anne-Laure. On va continuer avec nos 3 experts qui vont venir sur scène maintenant. Donc, Vanina Joulin-Batéja va nous rejoindre, et puis Francis Boyer, et puis Laurent Vanderweyt, qui doivent tous les deux venir, tous les 3, pardon. Un petit problème technique, on a lancé la pub avant que je sois au courant. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va écouter la pub de notre sponsor, le petit message d'un de nos 2 sponsors. On a 2 sponsors, hein, je vous rappelle, OFX et Le Net, qui nous ont accompagnés pendant ces 3 jours et ont rendu cet événement possible. Donc, on va les remercier en passant ce petit message tout de suite, et puis ensuite, on va faire venir nos 3 experts sur scène. Meet Francois, an executive at La French Company. He hired a non-responsive IT vendor with no experience working with French businesses, and he wasn't sure his business's digital infrastructure was protected. Then Francois discovered Lynette, and he was able to breathe. Lynette monitored his equipment, helped employee productivity, minimized disruptions, and helped Francois's business grow while simplifying its digital transformation. Want a trusted IT partner? Visit our website. Et voilà, merci à nos sponsors. Alors, nous avons Laurent qui est là, nous avons Francis Boyer, Laurent Vanderweyt qui est là, Francis Boyer qui est là, et Vanina qui est là aussi. C'est un miracle, tout le monde est là. Merci beaucoup à tous les 3 d'être ici. Alors, on va commencer tout de suite cette séquence, cette séance sur les erreurs à ne pas commettre, les pièges du rêve américain, on l'avait appelé. En demandant donc à tous les 3 d'éteindre vos micros, comme ça on sera sûr que le son marche bien. Et on va commencer tout de suite. On va faire le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire nous allons avoir nos 3 experts qui vont faire leur présentation, répondre à mes questions, et puis ensuite vous pourrez leur parler directement en allant sur les tables rondes qu'on va organiser à la suite, et là vous pourrez interagir directement avec eux. Voilà, c'est parti avec Vanina Joulin-Batéja, Vanina de Réussir USA. Merci beaucoup. Alors Vanina, c'est votre métier depuis quelques années déjà d'accompagner les entreprises françaises, de les aider. Donc vous en avez vu beaucoup, des pertes et des pas mûres, et on va justement en profiter pour en parler. La première question que je voulais vous poser, c'est, on entend souvent finalement que trop de Français viennent ici pas préparés, en n'ayant pas conscience de ce qu'est le marché américain. Voilà, le problème de la préparation de l'arrivée, de l'entrée sur le marché américain. Alors, sans porter un message négatif ou pessimiste, comme disait tout à l'heure Mathieu, c'est évidemment un peu toujours le moment de venir aux États-Unis, et c'est sans doute plus que jamais le moment de venir aux États-Unis. On ne dit pas qu'il ne faut pas y venir, on dit qu'il faut y venir préparé. C'est le message. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être bien préparé quand on est une PME française et qu'on veut lancer ses produits ou ses services sur le marché américain? Alors, en tout cas, c'est ce que disait avant la personne qui a parlé. Il faut des fondations, donc il faut venir préparer. Et ça veut dire qu'il faut faire avant une étude de marché, il faut faire le business plan, il faut avoir les fonds nécessaires surtout pour venir, etc. Donc, je vais vous présenter en gros tous les pièges, puisqu'en fait il y en a plusieurs. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est il faut des fondations et ça se fait pas en 5 minutes. Donc voilà, Donc, en tout cas, merci pour la présentation. Donc, nous, on assiste les entreprises françaises depuis 2007, donc depuis quelques années quand même. Et effectivement, on a vu beaucoup de personnes venir ici, réussir, mais parfois pas réussir aussi, par manque de préparation et par manque de persistance aussi, je dirais.
et de pas vouloir donner du temps à ce qu'on veut faire. Donc on n'est pas tout seul, on travaille avec des experts, notamment avocats comme Francis ou Laurent qui parleront après, avec évidemment des experts comptables qui sont une pièce maîtresse dans votre projet, avec des banques, des assureurs, des brokers, voilà. Donc, en effet, il faut se préparer. Donc, il faut s'entourer, comme disait la personne d'avant, il faut s'entourer d'experts qualifiés et des experts qui sont présents sur le marché américain. C'est vraiment très important. Alors, donc, pour en revenir, donc, comment se préparer? Donc, j'ai listé différentes questions qui sont, en gros, les grands pièges, je dirais, pour les États-Unis. Donc, il faut prendre le temps avant de venir, faire une étude de marché, savoir où vous allez, faire le business plan. Après, souvent on dit oui, j'arrive avec un produit français, ça va marcher. Il n'y a pas il y a pas des produits comme ça sur le marché américain, c'est pas toujours vrai. Et si le produit n'existe pas aux États-Unis, ça veut pas dire que ça a marché, pas du tout. Après, peut-on utiliser des conseils de son pays d'origine? On verra après. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre les personnes qui sont sur le marché américain. Que ce soit les avocats, les experts comptables, les conseils, parce qu'ils connaissent le marché, ils sont là depuis des années, et s'ils peuvent avoir la double culture français et américain, c'est encore beaucoup mieux, parce qu'ils vont comprendre vos attentes, et après ils vont vous aider en comprenant le territoire américain. Alors, peut-on venir aux États-Unis et travailler sans visa? On verra par la suite. Venir, oui. Travailler, non. Donc, peut-on commencer à vendre à partir de la France? Bien entendu, vous pouvez commencer à exporter. Maintenant, sur le long terme, c'est pas tellement viable. Vous le verrez après. Après, est-ce qu'il faut venir avec quelques réserves financières? Je dirais qu'il faut venir avec beaucoup de réserves financières pour pouvoir valider votre projet. Et après, il faut évidemment adapter vos produits et donner du temps. Donner du temps parce qu'on ne réussit pas en 5 minutes. Et après, il faut embaucher le plus rapidement des Américains. Pourquoi? Parce que les Américains connaissent le territoire américain et ils vont beaucoup vous aider. Ça n'empêche pas que vous pouvez envoyer 1 ou 2 managers français ici et voir des ingénieurs après ici. Néanmoins, avoir quelqu'un qui fasse le business développement qui soit américain, ça vous donnera un vrai plus. Et manager les Américains, nous on a 2 entreprises, une en France aussi. Voilà, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Mais il y a beaucoup de formations. On va voir tous ces détails après. Après, quand on parle d'Américains, faut faire attention aussi. Faut savoir que les Américains, c'est pas les Américains. Vous avez des Américains qui sont complètement différents selon l'État où vous allez vous implanter. Ça, faut bien le prendre en compte parce que quelqu'un de Floride une personne qui est en Floride n'est pas la même personne c'est pas les mêmes mentalités en Californie ou à New York, par exemple. Mais vous pouvez le faire. Alors, je voulais juste faire un petit rappel sur ce qui se passe en ce moment. Donc, depuis janvier, donc il y a eu un plan Covid qui a été mis en place. Ça se passe très très bien. Donc, la majorité des gens sont vaccinés. Surtout, l'économie a repris complètement. Je dirais même c'est en plein boom. Donc, on sent vraiment une frénésie de projet. Je dirais même qu'il y a un vrai manque de main d'œuvre, notamment dans la construction. Mais même dans tous les domaines, les ingénieurs, dans la restauration, il y a un vrai manque de main-d'œuvre. Donc, dans ce plan, il y a notamment quelque chose à se rappeler, c'est le Buy American Act, qui dit vraiment ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont favoriser les produits américains. Donc, si vous voulez venir aux États-Unis ou vendre, c'est mieux de venir implanter une filiale parce que ça va beaucoup vous aider à long terme. Mais il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, notamment dans la santé en ligne, dans tout ce qui est énergie verte, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, les voitures autonomes. Enfin, c'est en plein boom et il y a vraiment énormément d'opportunités. Alors, donc, je dirais la chose majeure à ne pas oublier, c'est se préparer. Quand vous allez monter une société en France ou en Belgique ou en Suisse, vous allez vous préparer en général. Vous n'allez pas vous dire j'ouvre et ça y est, ça va marcher. Aux États-Unis, je dirais, vous faites ça puissance 10. Ça veut dire qu'il faut apprendre le marché. Donc, une étude de marché, il faut la faire en amont. Et je dirais, il faut la faire avec des gens locaux. Pourquoi? Parce que ils connaissent le marché. Ils ont accès à une formation locale. Je vais vous donner un exemple. J'avais une personne là qui voulait proposer une app ingénieuse d'ailleurs en France
Sur le territoire américain, elle me dit, ça n'a jamais existé. Et on regarde, en fait, ça existait en 2013, et il se trouve que ça avait fait un flop. Donc, je lui dis, non, il faudrait revoir votre app et la retravailler pour qu'elle soit adaptée au marché américain. Donc ça, faire une étude de marché, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de France, à mon avis. Après, le business plan. Alors, le business plan est important sur plusieurs angles. D'abord, pour votre visa, notamment investisseur, on va vous le demander, mais c'est pas simplement ça. Il va vous permettre de savoir où vous allez et surtout de voir en termes de finances que vous allez avoir besoin. Et faut savoir que le marché américain demande beaucoup de finances. Donc, je dirais, il faut vraiment le faire sérieusement et encore avec des prestataires locaux qui sont sur le territoire américain. Si vous n'avez pas assez de fonds, ça va être un vrai désastre. Après, il va falloir très vite penser aussi à savoir si si c'est un projet familial, il va falloir savoir où vous voulez vous implanter parce que nous on a eu le cas, donc ils ont envoyé un ingénieur dans le Kentucky. Il est venu avec sa famille et le reste, l'épouse n'a pas du tout aimé l'endroit et en plus ils n'ont pas trouvé les écoles adéquates pour les enfants. Donc ils ont dû renvoyer. C'était pourtant une grosse société, hein. C'est une Fortune 500 comme on dit. Ils ont dû renvoyer l'ingénieur et recommencer le process. Donc je dirais il faut prendre ça en compte et faire attention au projet familial également. Donc après, peut-on utiliser les conseils quand j'ai les conseils, c'est avocat, expert comptable dans son pays d'origine. Je dis non. Je dis il faut vraiment faire appel à des conseillers locaux parce qu'ils connaissent parfaitement le marché. Ils connaissent, en plus, faut savoir que à part l'immigration et la propriété industrielle, comme Laurent et Francis vont en parler plus tard, il faut des conseils, des avocats qui sont spécialisés dans l'État et qui ont leur licence dans l'État. Donc, je dirais non, vous pouvez pas faire ça à partir de la France. Même pour le visa, je dirais, parler à des conseils locaux, ils ont l'habitude, ils travaillent avec le consulat en permanence et ils savent ce qui se passe. Ensuite, oui, avant de venir, si vous avez de la propriété industrielle, faites attention. Faites attention que elle soit protégée. Et donc, validez aussi si vous devez enregistrer de votre marque. Et ça, Laurent et Francis pourront vous en parler après, parce qu'il y a des entreprises qui ne l'ont pas fait et qui ont donc perdu beaucoup d'argent avec ça, puisque leur marque a été ensuite attaquée et c'était beaucoup d'argent perdu. Et pareil, quand vous avez des brevets, etc., il faut penser à faire des contrats de licence. Et ça, vous pouvez pas le faire avec des contrats à partir de la France, des avocats à partir de la France. Prenez des avocats locaux. Après, donc, puis-je travailler sans visa? Non, c'est tout simple. Non, vous venez aux États-Unis, vous avez besoin d'un visa. Alors là, Laurent et Francis vous en reparleront. Il y a plusieurs visas. Alors, il y a des visas investisseurs, non investisseurs. Juste pour la petite opportunité, la green card existe toujours, la loterie. Donc, n'hésitez pas à jouer en octobre-novembre. Malgré tout, ici, la majorité des investisseurs viennent en visa E2. Et là, Laurent et Francis vous en parleront. Donc, ça nécessite un dossier. Donc, vous pouvez pas le faire vous-même. Il vous faut un vrai business plan. Il vous faut un vrai dossier qui soit validé avec l'avocat. Donc, en ce moment, c'est vrai que les visas, il y a un gros arriéré, mais vous pouvez commencer à les préparer. Voilà. Alors après, je viens à un élément très important, comment manager une entreprise aux États-Unis. Alors, on croit que vous allez tomber, je veux dire, c'est complètement différent. Manager une entreprise en France est beaucoup plus difficile. Vous avez beaucoup de règles du travail, nous, on le sait puisqu'on a les employés des deux côtés. Vous avez en plus des charges sociales différentes. Que je veux dire, une fiche de paye aux États-Unis, c'est à peu près 4 lignes. Une fiche de paye en France, c'est à peu près 40 lignes, 10 fois plus. Vous avez plein de réglementations en France qui n'existent pas. Malgré tout, ici aux États-Unis, il y a quand même les réglementations fédérales. Et après, je vous conseille vivement de faire un handbook, un règlement intérieur qui va expliquer aux employés comment ils vont être managés dans la société. Donc, ça leur explique quels sont les horaires, à quelle heure ils doivent arriver, qu'est-ce qu'ils font avec leur computer, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc.
Après, il faut savoir que les employés ici sont tatoués. Alors on se dit c'est super, on peut les licencier comme on veut. Alors oui et non, et selon certains États comme la Californie sont un petit peu plus protecteurs. Malgré tout, par rapport à la France, c'est pas grand-chose, je dirais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un employé, alors c'est vrai qu'il peut partir à tout moment, mais quand vous l'avez formé et qu'il est une personne de valeur, et si vous voulez le garder, vous allez tout faire pour le garder. Parce que ici, il faut savoir, bon, à part dans les pôles comme New York, la Californie, voire même un peu le Texas, mais ça demande très 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 longtemps de former un employé. Nous, on le sait, on en a en Caroline du Nord, mais par contre, ils sont toujours prêts à se former. Une fois que vous les avez, vous voulez les garder. Alors après, quand ils ont des postes de management, vous voulez pas qu'ils partent à la concurrence. Donc c'est là qu'il faut penser à leur faire des contrats de confidentialité et de contrats de non-concurrence. Et ça se fait avec des avocats également. Donc après, comment on les manage? Il faut savoir que les Américains sont très positifs. En plus, ils ont toujours l'impression de savoir tout faire et ils vont tout faire pour y arriver. Donc, il faut être très courtois dans les rapports. Il n'y a pas de hiérarchie. Ils peuvent venir dans votre bureau à tout moment. Malgré tout, ils ont un grand respect de la hiérarchie. Après, il faut leur donner un feedback très régulier. En France, vous allez avoir un rendez-vous avec vos employés une fois par an, leur expliquer ce qui va pas. Ici, c'est constamment. Pareil, il faut pas leur dire que ce qu'ils font c'est très mal. Il faut toujours leur dire les choses d'une manière un peu plus douce en leur disant écoutez, c'est pas, on peut mieux, on peut changer ces choses pour arriver au résultat qu'on veut. Enfin, tout ça pour dire que manager des employés ici, c'est très très agréable. Ils sont très flexibles, mais malgré tout, il faut surtout les former. Voilà. Après, pour les garder, il ne faut pas oublier les incentives. Alors, les bénéfices, comme on dit. Alors, vous avez plusieurs manières de les garder. Vous pouvez leur donner des semaines de vacances parce qu'il faut savoir que c'est pas vraiment obligatoire. Malgré tout, une société en général, elle va vous donner 1 ou 2 semaines. Et après, plus il reste dans le temps, plus vous allez leur donner pour arriver parfois à 4 semaines. Après, il faut leur donner des plans retraite et surtout l'assurance santé. Et d'ailleurs, l'assurance santé est obligatoire à partir d'un certain nombre de salariés. Et enfin, pour les managers, il faut leur offrir des stock options. C'est un bon moyen de les garder. Et pour tout ce qui est employés, les autres employés ou les employés quand vous avez un atelier, leur donner des bonus de manière régulière et les impliquer dans vos décisions, c'est très important aussi pour les garder. Alors après, il faut savoir quand même qu'il y a des règles minimum aussi, des règles de ce qu'on appelle les règles OSHA. Donc c'est tout ce qui est réglementation du travail et ça, faut faire attention. Et dans toutes les spécialités que vous allez avoir, vous avez des règles quand même OSHA. Et notamment dans la restauration, il faut bien valider que votre restaurant est aux normes, puisqu'on a beaucoup de clients aussi dans ce domaine. Voilà. Donc, je reprendrai. Donc, les pièges à éviter, c'est pas des pièges. Je dirais que la grande majorité des problèmes qui interviennent, c'est que vous n'avez pas assez de fonds quand vous venez ici, vous n'avez pas étudié le marché, et enfin, vous n'avez pas pris le temps de bien étudier le marché. C'est le vrai problème. Et l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Vanina. Merci. On va poursuivre. Si Vanina, vous pouvez éteindre votre micro, ça serait formidable pour qu'on puisse bien entendre. Et Laurent, par la même occasion, si vous pouvez bien éteindre votre micro. Ça se passe en bas. Ah, il a tout éteint, mais il va revenir. Il faut appuyer sur mute et on va donc aller avec Francis Boyer. Francis, merci beaucoup d'être là. Je vous laisse prendre la main avec la présentation. D'accord. Je vous remercie. Donc, je suis avocat en Floride, certifié en droit international depuis bientôt 10 ans. Et je suis aussi avocat avec une licence à New York. Et pour discuter vraiment des pièges à éviter, un des premiers points que je voudrais présenter, c'est le fait qu'on utilise et que vous devez utiliser un avocat aux États-Unis différemment que vous le feriez en Europe. La réalité, c'est que d'utiliser un avocat de manière préventive, c'est ce qui va vous donner la plus grande stabilité et vous éviter surtout
tout le côté terrible où j'ai vu plusieurs clients qui sont devenus mes clients après de gros problèmes et certains ont littéralement tout perdu. Une chose que vous devez garder en tête, c'est qu'aux États-Unis, on a la culture du litige juridique. On a la culture de la lettre de demande. On a la culture d'une forme, je dirais, de menace juridique qui monte de ton assez rapidement. L'autre point aussi que vous devez garder en tête, c'est qu'un procès aux États-Unis, même s'il peut avancer peut-être plus rapidement que ce que vous avez en France, va vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher en honoraires. Donc, de ce côté-là, de la même manière que Vanina a expliqué qu'il faut un comptable, il vous faut un avocat pour vous aider dans la structure. Et comme les lois fédérales sont des lois qui changent par État, il vous faut un avocat qui a la licence dans l'État où vous allez vous implanter. Et vous allez gérer la plupart de l'achat de votre commerce, où vous allez gérer les employés, où vous allez gérer les contrats commerciaux. Donc, comme Vanina expliqué, effectivement, beaucoup d'Européens ou de Canadiens qui viennent pour acheter un commerce, faire un commerce, viennent sous le visa E2. Malheureusement, ce que je découvre au fil des années, c'est que très souvent, les gens viennent avec déjà un contrat d'achat de fait et de là, on perd énormément d'opportunités. Une des choses que vous devez garder en tête, c'est quand vous achetez un fonds de commerce, à 98% des cas, le propriétaire des murs n'est jamais le vendeur du commerce. C'est un autre propriétaire. Ça peut être une personne simple, mais très, très souvent, ce sont des grands groupes ou des fonds d'investissement. Donc, à chaque fois que vous faites une offre pour acheter un fonds de commerce, il faut penser aux clauses suspensives et à toutes les conditions que vous voulez établir pour négocier avec le propriétaire des murs, obtenir un bail commercial qui soit clair, qui vous convienne avant même de vous engager à acheter le fonds de commerce. C'est très important que vous voyez ça comme deux contrats, au minimum deux contrats qui se lient. Suivant le commerce que vous allez acheter, et d'ailleurs Vanina en a parlé, si vous allez garder certains employés dans certaines industries, vous voulez voir si leurs contrats leur permettent de travailler pour vous et sinon, si vous devez leur obtenir comme elle a expliqué, un contrat de non-concurrence, de confidentialité, et moi je rajouterais aussi de non-sollicitation. Et ça, ce sont des choses à planifier avant ou en même temps que vous faites votre offre du commerce. J'ai eu des cas, par exemple, assez terribles où on m'a engagé pour rendre les clés. C'était un restaurant dans un endroit très cher. Ils avaient tout mis en place, mais ils ont pris énormément de retard et surtout, ils n'ont pas lu le bail commercial et ne l'ont pas négocié. Donc, ce qui se produit, c'est que après avoir dépensé quasiment 250 000 $, être à jour avec un loyer à quasiment 20 000 $ par jour, ils n'avaient plus de fonds pour achalander le restaurant, avoir la cave de remplie, avoir les cuisines de prêtes, avoir les nappes sur les tables, et avoir les employés prêts à ouvrir à une certaine date. Le contrat lui-même disait, le contrat dans le bail commercial disait qu'il devait être ouvert au commerce, que le fait de payer en fin de compte n'était pas suffisant. Et comme ils n'ont pas pu achalander la chose, ils ont été essentiellement évincés par le propriétaire et là on a pu négocier certaines choses pour rendre les clés. Une des informations que vous devez absolument garder en tête, c'est que toute votre expérience en Europe n'est pas traduisible ou applicable aux États-Unis. Je vous donne un exemple très simple par rapport aux leases commerciaux. Ma compréhension, c'est que sous le droit français, vous avez un bail à 3, 6 ou 9 ans. Ici, dès que vous signez un bail à 5 ans, très souvent, si rien n'est négocié, vous allez avoir une clause d'accélération. Donc, si vous êtes en retard d'1 mois ou de 2 mois et que le propriétaire décide de vous expulser, il va vous demander une clause d'accélération et vous expulser. Et la clause d'accélération veut dire que vous êtes personnellement
responsable pour les 3 ans, 4 ans, tous les mois qui restent sur un contrat de, par exemple, de 5 ans. L'autre chose aussi, et ça je reviens au même cas de ce restaurant, une des raisons de leur retard a été un gros problème, c'est qu'ils ont fait des travaux. Et les travaux, généralement, ce sont des choses à faire très attention parce que c'est une cause assez élevée d'échec dès la naissance de votre projet. Ce que vous devez garder en tête, c'est que les entrepreneurs de travaux doivent obtenir des permis. Quelquefois, ils doivent avoir des dessins d'architectes qui doivent être approuvés par une ville. Cela peut vous prendre 2 semaines, comme ça va vous prendre 2 ou 3 mois suivant les villes. Donc, vous devez faire cette due diligence aussi. Parce que très souvent, vous êtes en train de payer un loyer entre-temps. Donc, ça, c'est un problème. Donc, généralement, tout ça doit être négocié au moment de l'offre. L'autre chose aussi, c'est quand vous rentrez dans un contrat d'une page très basique ou pire, verbal avec un entrepreneur de travaux qui ne vient pas, qui vous laisse avec des factures supplémentaires, que rien n'est terminé, il peut, lui, vous mettre un lien sur la propriété immobilière et donc le propriétaire peut vous forcer à compenser et à payer l'entrepreneur de travaux. Donc, vous rentrez dans des complications énormes et vous devez savoir ces points-là parce que c'est essentiellement entre le bail qui est très mal négocié, les travaux qui sont faits ensuite, qui sont très mal encadrés, ce sont les plus grosses causes, plus même que d'acheter un mauvais commerce, de rater votre entreprise. L'autre chose aussi que vous allez voir assez souvent, c'est que vous devez considérer que tout ce qui est écrit doit être lu par vous, doit être compris, en tout cas on doit vous l'expliquer ou vous devez demander une explication et que vous ne pouvez pas simplement imaginer que ce qui est écrit est essentiellement quelque chose d'additionnel, quelque chose d'optionnel. C'est un pays où on a un système qui est basé sur un système assez rigoriste. Donc, les contrats ou toutes les discussions annexes de certains contrats peuvent ne pas entrer en ligne de compte. Donc, il faut que vous ayez aussi l'habitude de documenter vos contrats, vos discussions. Vous pouvez avoir un seul email à la fin d'un mois qui résume exactement votre compréhension d'une certaine situation, plutôt que de vous retrouver plus tard à nous envoyer 50 emails qui disent des choses différentes, 25 textes par téléphone, par smartphone, et d'essayer de créer un contrat de tout ça. L'autre chose que vous devez aussi garder en tête, et Vanina d'ailleurs en a discuté, c'est que si le droit du travail peut être considéré quasiment sans protection d'un point de vue européen, il faut faire très attention sur certains points. Le premier point que vous devez savoir, c'est que l'employé américain et surtout les gérants savent le droit du travail beaucoup mieux que vous. Que vous allez avoir une fausse sécurité en pensant que si les employés sont d'accord pour certaines choses, que vous pouvez le faire. Je vais vous donner un exemple, un dossier que j'ai défendu. L'employé va voir l'employeur qui est un immigrant français et lui dit, pour raison X ou Y de famille, je vais être gérante, mais donc je veux un salaire fixe comme gérante et je veux une partie payée en cash. Lui, il a dit d'accord. Comme ça s'est produit comme par hasard, avant d'arriver à ce qu'on appelle le Statute of Limitations, qui est une forme de prescription juridique de 2 ans, elle lui fait un procès pour heures supplémentaires non payées et mauvaise classification de son statut de travailleur. Au lieu d'être exempte comme un manager qui est payé un salaire fixe, elle s'est déclarée employé de ligne, employé, si vous voulez, de base, qui qualifie uniquement au tarif horaire. Et donc, il s'est retrouvé avec une facture assez épaisse, même si lui disait de bonne foi qu'il lui a payé tout ce qu'il pensait qu'il lui devait et qu'elle était d'accord
c'était même elle qui lui avait demandé de le faire comme ça. Donc, ça a été, disons, une expérience assez amère. L'autre chose aussi, comme Vanina l'a expliqué, le droit change, surtout le droit du travail, d'État en État, et avec des différences assez pointues. D'ailleurs, mon confrère, Maître Van der Weydt, pourra peut-être vous expliquer sur la Californie, qui est un État vraiment différent de la Floride sur ce point-là. Et donc, le concept du travail at will, donc à volonté, qui existe en Floride, est quand même limité avec tout ce qui pourrait paraître comme une discrimination ou comme des rétaliations, comme une revanche contre l'employé. Donc là aussi, vous devez faire attention. Et je reviens de ce côté-là à notre premier point, qu'aux États-Unis, vous devez utiliser les avocats comme une équipe, comme un conseil juridique avant de prendre des décisions et avant même de négocier certains termes avec les autres parties. Donc, ça, c'est essentiellement, si vous tenez cette ligne-là, vous allez probablement vous protéger à 80-90% des choses. La chose que vous devez garder en tête, c'est que une seule consultation ou un travail minimum de mis en place par un avocat va toujours vous revenir à beaucoup moins cher que de partir en procès ou de vous défendre dans un procès. La raison alors, il y a un autre point aussi que je voulais discuter, c'est quand vous faites une société et que vous avez un associé dans votre société, là aussi, vous devez absolument avoir un contrat de préparé qui est clair. Je dirais que ce serait la même chose en France, la même chose en Pologne, la même chose en Russie, mais je le vois de manière continuelle où les gens décident d'avoir des contrats soit inexistants, soit extrêmement incomplets. Et après, on se retrouve, surtout quand l'entreprise est en croissance, avec des problèmes juridiques énormes. Donc, vous devez avoir un pacte d'actionnaires qui est très clair quant aux responsabilités et aux devoirs de chacun. Qu'est-ce qui se passe si un ne peut pas remettre de l'argent? Qu'est-ce qui se passe si un des associés a un divorce? Qu'est-ce qui se passe si un des associés va en banqueroute? Ça aussi, c'est de manière récurrente quelque chose qui manque. Et tout ça, c'est lié, malheureusement, je dirais, à un sentiment que tout peut être géré comme ça peut être géré en Europe, qu'on verra plus tard, qu'on ne va pas dépenser quoi que ce soit au début. Et après, ce que vous créez, c'est essentiellement une base dès que vous avez un problème, c'est trop tard. Parce que personne ne va signer un nouveau contrat clarifié quand vous commencez à avoir des problèmes. Donc, l'autre point aussi, Vanina en a parlé, le contrat de non-concurrence, extrêmement important, parce qu'effectivement, un employé a le droit, autant vous avez le droit de licencier quelqu'un ou de le sortir de votre société, autant la personne aussi a le droit de partir à n'importe quel moment, sans raison et théoriquement, en tout cas juridiquement, sans préavis. De la même manière que la personne peut passer à la concurrence et ça peut être littéralement en face de votre établissement. Donc, de ce côté-là, vous devez penser à quel type d'informations vous donnez aux employés et quel employé en particulier devrait peut-être être couvert par certaines restrictions quant à leur emploi. Et il y a des règles spécifiques qui sont par État, mais de manière générale, ça peut leur interdire de réutiliser certaines informations, certainement qui appartiennent à la société, ou ça peut leur interdire d'entrer directement en concurrence ou de passer pour un concurrent en particulier dans une certaine zone géographique pour une certaine durée de temps. Voilà. Je crois que mon temps est terminé ou j'ai encore un peu de temps. Effectivement, c'est parfait. Merci beaucoup, Francis. On se retrouve avec vous dans la phase table ronde juste après où les auditeurs vont pouvoir vous poser toutes leurs questions. Et on va enchaîner avec Laurent Van der Weydt. Laurent, merci beaucoup.
Merci. Donc Laurent, avec vous, on va parler du même sujet en quelque sorte, mais vous vouliez d'abord aborder, je crois, pardon, j'ai perdu votre présentation. Ça va revenir tout de suite. Voilà, les challenges, en quelque sorte, s'adapter au marché américain. Avant de rentrer, j'allais dire, dans des questions plus juridiques sur les particularités du droit américain et ce qu'il faut savoir pour quand on vient de France et qu'on connaît pas forcément ce paysage juridique américain beaucoup plus complexe qu'on ne le pense en général au premier abord. Mais sur l'adaptation au marché américain, d'abord, Laurent. Oui, et ça va aller dans la ligne de Francis et de Vanina. D'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis avocat en Californie où j'exerce depuis plus de 20 ans. Je suis aussi avocat au barreau de Paris et notre clientèle est fondamentalement une clientèle d'entrepreneurs étrangers, principalement francophones. Pour suivre un peu ce qui a été dit, je crois que c'est ça le challenge. Si vous voulez. Alors, ce qui est spécifique, je pense, avec les États-Unis, c'est que c'est un pays qui est très présent en France, par exemple, à la télé, dans les réseaux sociaux. Et donc, on a l'impression qu'on connaît. Et en fin de compte, on ne connaît pas. Il y a bien sûr le problème de la langue. La maîtrise de la langue est important parce que ça a des conséquences, comme le disait Francis, par exemple, dans la négociation des contrats, dans la bonne compréhension des discussions. Et vous seriez étonné de voir les malentendus sur des mots simples qui peuvent apparaître. Quelques exemples mais je crois que derrière la langue, c'est surtout, je crois que Vanina l'a bien insisté là-dessus, c'est la connaissance de ce marché américain qui est très très spécial, qui peut être très régional. Moi, je me souviens à un moment, je travaillais pas mal sur New York et j'ai l'impression qu'il fallait que je prenne mon passeport chaque fois que j'allais à New York. Des petits exemples, on a ce client qui était venu il y a quelques années, qui est dans la mode et qui voulait fabriquer des vêtements pour les jeunes femmes en Californie en utilisant des couleurs qui apparemment étaient à la mode en France. Il s'est avéré que ces couleurs, elles n'étaient pas franchement à la mode aux États-Unis, donc il a fallu qu'il change rapidement ce qu'il voulait faire. Il y a un exemple qui est beaucoup plus lointain, mais je pense qu'il peut. Les Galeries Lafayette, qui sont comme une grosse institution, avaient ouvert des bureaux, des magasins à New York, et ils avaient fait venir des robes directement de France aux États-Unis sans réaliser que les tailles des femmes entre la France et les États-Unis, c'était pas la même chose. Et apparemment, certaines clientes américaines étaient obligées de prendre des tailles supérieures à ce qu'elles prenaient d'habitude, ce qui n'était pas forcément le meilleur résultat anticipé. Et puis parce qu'on est français, il y a cette boulangerie-pâtisserie française à Los Angeles qui est excellente. Et je me souviens, en parlant au propriétaire tout au début, qui me disait « Mais qu'est-ce qu'ils ont ces Américains avec les croissants aux amandes ?» Et il s'est aperçu que les croissants aux amandes, c'est populaire, c'est devenu un de ses produits d'appel. Donc ça revient un peu à ce qu'ont dit les deux interlocuteurs avant, c'est vraiment cette connaissance du marché qui est vraiment, je pense, le challenge Alors il y a des activités qui sont plus ouvertes que d'autres, étant en Californie, tout ce qui est Hollywood, médias, il y a plus du côté international, mais malgré tout, ça reste quand même un challenge. Après, aller dans le sens de ce que a dit Vanina et Francis sur un plan peut-être plus juridique, c'est vrai qu'il faut essayer, il faut essayer de pas toujours comparer avec le droit français qu'on se connaît parce que ça paraît de la même chose. Et il y a des éléments semblables. Quand vous regardez la SAS en France, qui est une copie conforme de la LLC, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions, et c'est là le piège, vraiment. Un exemple qui est très fréquent, et peut-être ça va dire quelque chose à notre audience, c'est ce fameux article, par exemple, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui dit qu'en France, que si vous avez une dispute, vous allez pouvoir récupérer vos frais de justice. Ça n'existe pas en France, aux États-Unis. Et Francis parlait de contentieux, vous avez un contrat, l'autre partie n'a pas respecté le contrat, vous voulez les poursuivre, même si vous gagnez, vous allez devoir payer vos frais juridiques et parfois les frais sont tels que ça va vous empêcher d'entamer une procédure. Donc ce que vous faites contractuellement, c'est mettre une clause où on dit le perdant paye, si vous voulez. Et donc le réflexe souvent, c'est de voir des Français penser que il y a l'équivalent de ce fameux article 700. Après, comme on l'a dit, c'est un droit qui est beaucoup plus contractuel. Il y a beaucoup moins de règles d'ordre public, d'où je pense une explication partielle il semble que les contrats anglo-saxons sont d'habitude beaucoup plus épais que les contrats en France, parce que comme l'avait dit Francis,
Si c'est pas écrit, ça n'existe pas. Ce que je dis toujours à un client qui vient nous voir la première fois, les États-Unis, c'est un pays de voyous. C'est pas qu'en France, ce sont des anges, mais ici, ils ont un appât du gain qui est assez impressionnante. Ils sont vraiment prêts à tout. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et une des règles que je dis toujours, c'est que quand c'est pas écrit, ça n'existe pas. Et en plus, ils sont plutôt sympathiques. Ils ont toujours le sourire. Donc, ça peut un peu le désorienter. Une chose, j'ai vu des pièges, mais c'est même pas un piège. Je crois que c'est une catastrophe. C'est quand on essaie de traduire des contrats français en anglais. C'est même pas une histoire de piège, c'est la catastrophe totale, parce que ça a plus de sens. Avec tout le respect qu'on peut avoir avec les traducteurs, ça ne marche pas. Alors en plus, si vous ajoutez dans des contrats traduits des références à des articles du code français, alors c'est la cerise sur le gâteau, on s'en sort plus. Il y a un autre truc, un piège aussi parfois que je vois, on a l'impression qu'on a un sens de sécurité si on met dans un contrat une clause d'attribution de forum et de dire voilà, les litiges, ça va être devant le tribunal de commerce de Paris, par exemple. Ça, c'est une catastrophe, parce que vous allez vous retrouver devant un juge avec un contrat soit anglo-saxon, soit qui a été traduit, qui a aucun sens, avec des faits qui se sont passés aux États-Unis. Donc, je pense que ça, c'est un piège, et le mieux, c'est vraiment de voir un recours à l'arbitrage que vous insérez dans vos contrats. C'est moins cher, ça va plus rapidement. Moi, je sais, je suis arbitre sur les marchés financiers, et c'est vraiment la clé dans les affaires. Ce serait ma recommandation. Un petit détail sur le droit des marques, on parle de piège. Le droit des marques, ça a l'air d'être tout à fait la même chose. En plus, il y a ces conventions internationales, et je pense que dans l'audience, des gens ont déjà utilisé la Convention de Madrid, qui est une excellente convention qui vous permet, d'une manière pratique, d'enregistrer une marque quand vous êtes de France dans les pays membres, y compris les États-Unis. Le problème, c'est que ça ne vous garantit pas que votre marque va être juridiquement protégée aux États-Unis. Dans le cas, par exemple, où votre marque est déjà commercialisée sans être enregistrée, c'est ce qu'on appelle le common law. Donc, il faut absolument faire une recherche d'antériorité. Et là, il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Quelle que soit la taille de la compagnie. Hein. Quelqu'un parlait je crois, Vanilla de Fortune 500. La taille, c'est vrai pour tout le monde. Je voulais dire quelque chose. On parlait de société, de créer société. Créer sa société dans le Delaware, hein, c'est le mythe ou la réalité. Et nous avons un nouveau client. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Dans 99% des cas, c'est un peu comme Covid, 80,999 avec les vaccins, c'est pratiquement garanti, c'est une erreur, sauf si vous êtes sur les marchés boursiers. Et rapidement, je vais expliquer ça. Vous ouvrez une société dans le Delaware et vous ouvrez vos bureaux à New York, par exemple, dans les bureaux de French Morning. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir enregistrer votre société de Delaware dans l'État de New York, parce que en tant que société étrangère faisant des affaires. Donc déjà, vous avez 2 enregistrements qui ne servent à rien. Ensuite, on vous dit, oui, mais fiscalement, c'est intéressant. Bah oui, mais le problème, c'est que la fiscalité, je crois Francis disait ça, il y a une dualité droit fédéral, droit des États. Le droit fiscal fédéral qui est le plus important s'applique partout, Delaware ou pas Delaware. Ensuite, sur le plan de la fiscalité étatique, le problème, c'est qu'entre États, vous avez des accords où ils vont déterminer quelle est la source du profit. Dans l'exemple que j'ai pris, la source du profit, c'est très simple, c'est à New York, c'est là où il y a les bureaux. Il n'y a personne dans le Delaware, parce que personne habite dans le Delaware. Personne, non, le président des États-Unis habitait dans le Delaware, donc il y a quand même une personne. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez être imposé à 100% dans l'État de New York, et le palmarès des États les plus chers pour faire des affaires aux États-Unis, je pense que Emmanuel pourra le confirmer, c'est New York et la Californie. Tout est plus cher, l'essence, les salaires, les loyers, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, l'histoire de s'inscrire dans le Delaware, c'est pas forcément le meilleur. Le droit du travail, Vanina et Francis en ont parlé. Moi, je crois que c'est là où il y a le plus gros piège. Parce que comme ça a été dit avant, il y a une espèce de familiarité, on s'appelle par son prénom, c'est sympa, etc. Et on a la perception parfois avec certains clients qui se disent, bah, c'est le pays des cow-boys, on fait un peu ce qu'on veut. Et c'est vrai, il n'y a pas de droit au congé payé aux États-Unis. On parle de 15 jours, mais c'est une coutume. C'est vrai qu'il ne faut pas il n'y a pas d'obligation de motiver un licenciement. Et d'ailleurs, les Européens, les Français, ça les embête beaucoup parce qu'en France, c'est l'inverse. Il faut motiver le licenciement. Et en fin de compte, dans la réalité, et Francis ne me continuera pas, la majorité des cas, il ne faut pas dire pourquoi on licencie quelqu'un. Parce que ça peut ouvrir la porte à du contentieux. Un petit exemple de la complexité du droit du travail. On parlait de clauses de non-concurrence qui sont régionales. Je peux vous dire qu'en Californie, c'est complètement illégal. Et si vous mettez une telle clause dans un contrat, on peut vous poursuivre et engager votre responsabilité. En plus du fait que c'est nul. À New York, et Francis pourra me le confirmer,
sous certaines conditions, c'est acceptable. Un petit exemple de la complexité du droit du travail. Vous avez une société à Los Angeles, et je crois que ça a été indiqué, il y a un salaire minimum aux États-Unis, ce qu'on appelle le minimum wage. Alors, il est fédéral à 7,25. Si vous êtes en Californie, au niveau de l'État de Californie, c'est $13 de l'heure. Si vous avez des petites entreprises de 25 employés. Maintenant, dans le comté de Los Angeles, ce salaire minimum, il est de $15. Et que si votre société est à Los Angeles, le salaire minimum dans la ville de Los Angeles sera de $16,50. Donc, vous voyez la complexité, mais comme le disait Vanina et Francis, le tout c'est de bien, je crois que c'est ça la chose, c'est que les pièges, il y en a partout. Vous n'êtes pas chez vous aux États-Unis, donc vous êtes plus fragile. Mais c'est une histoire de s'entourer avec les bons partenaires, l'avocat, le comptable. D'ailleurs, une note, il n'y a aucune obligation d'avoir un comptable ou un commissaire aux comptes, sauf si vous êtes une société listée sur les marchés boursiers. D'ailleurs, le concept de commissaire aux comptes, je ne crois pas même que ça existe. Et légalement, vous n'avez pas besoin d'avoir une comptabilité. Bon, si vous n'en avez pas, c'est vous qui prenez les risques. Mais légalement, c'est pas obligé. Et je voulais aussi voir, il y a un autre aspect, je crois qui a été éludé par Vanina, un autre partenaire extrêmement important, c'est votre courtier d'assurance. Comme ça a été dit, les États-Unis, c'est un pays qui a beaucoup de contentieux, mais là, sur ce plan, je pense qu'en Europe et en France, on s'américanise. Donc là, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Mais vraiment, le courtier d'assurance, il faut vraiment qu'il fasse partie de votre équipe. Et c'est vrai pour nous, en tant qu'avocat, on a des assurances de responsabilité. C'est extrêmement important. L'autre chose, c'est l'immigration. L'immigration, c'est pas que c'est des pièges, mais dans la plupart des contrats, des dossiers, c'est omniprésent. Je pense que s'il y a un piège dans l'immigration, c'est un petit peu moins maintenant, mais il y a encore quelques années, l'immigration était là, mais on disait ouais, ben c'est pas grave. Et puis l'administration américaine était vraiment laxiste depuis longtemps. Si vous voulez, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est une réalité. Et donc vous aviez souvent des gens qui vous disaient écoutez, moi je paye mes impôts, je suis un homme d'affaires, je suis pas un criminel, donc c'est bon. Et puis depuis quelques années, je dirais 10 ans, l'administration américaine, quelle qu'elle soit, a commencé à dire d'être illégal, ben c'est illégal. Et c'est un crime fédéral. Et le problème de l'immigration, c'est que si vous faites des choses, travailler illégalement, par exemple, il y a un côté irréversible des choses et vous pouvez avoir, et c'est arrivé, et je veux dire, c'est là, on parle toujours des réussites, mais sur les réseaux sociaux, ils vont pas vous dire ce qui s'est passé. Vous avez des gens qui sont tombés sous le coup d'interdiction de séjour aux États-Unis, temporaire ou indéfinie, permanente. Donc vraiment, l'immigration, il faut faire attention, ça se gère. En plus, c'est compliqué. Et je pense, pour finir sur l'immigration, le problème de l'immigration, c'est que ce sont des vieilles règles qui ne sont pas adaptées à un certain pan de l'économie. Quand vous travaillez des startups, des levées de fonds, ils sont vraiment à l'ancienne dans l'immigration. C'est des lois qui existent depuis, je sais pas, 50 ans ou des choses. Enfin, depuis que j'ai commencé, c'était déjà là depuis longtemps. Donc, j'imagine que c'est là depuis très longtemps. Donc ça, c'est un gros problème d'immigration. Emmanuel, je sais, j'ai tendance à parler trop vite. J'espère que j'ai perdu personne. Est-ce que j'ai encore du temps ou est-ce que... Non, écoutez, c'est bien. Je pense qu'on a fait un tour effectivement rapide. Bravo d'avoir été si rapide. Je pense que le mieux, c'est qu'on passe tout de suite aux tables rondes. Comme ça, les gens pourront directement vous poser leurs questions, évoquer les points qu'ils veulent évoquer. On va faire ça donc même principe que tout à l'heure. Hein. Vous allez avoir des tables rondes qui vous seront proposées avec chacun de nos 3 experts et vous pourrez aller leur poser les questions directement. On se retrouve immédiatement après ce petit message publicitaire d'un de nos sponsors.
Et voilà, merci à tous pour ces sessions de formation. Merci évidemment à nos experts. Merci à tous ceux qui sont venus pour ces interviews. Et puis, merci évidemment à vous qui vous êtes inscrits pour ces 3 jours. Je pense que on a appris beaucoup de choses sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire aussi pendant ces 3 jours, avec beaucoup de conseils d'experts, beaucoup de témoignages de dirigeants et de dirigeantes qui sont venus nous apporter ce que leur a appris leur expérience ici tout simplement. Et je pense que vous qui avez des projets ici ou qui voulez vous développer encore plus aux États-Unis, eh bien vous avez pu tirer profit de ces partages d'expérience. C'était le but de ces 3 jours. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé, à échanger avec nous. Et puis surtout, bien entendu, je voulais remercier nos sponsors qui sont OFX et Le Net, qui nous ont permis d'organiser cet événement. Évidemment, vous allez recevoir dans les prochaines minutes un email avec les contacts de nos experts, comme ça a été le cas après chacune de ces sessions. Je vous encourage évidemment à continuer la conversation avec eux, et puis à continuer à suivre tous ces sujets sur frenchmorning.com et sur frenchmorning.business qui vous le savez est le nouveau site qui traite de business à l'intention de tous ceux qui veulent s'installer à l'étranger, notamment aux États-Unis. Voilà, à très très bientôt sur French Morning et merci à tous.